Ça fait une semaine on nous dit que la Bretagne c'est le plus beau pays du monde. Et je crois que Lolo nous a convertis. Bref, c'est pas le sujet, on commence le sommaire. On retrouve Quentin Paché au cœur de la FDJ. Le responsable de l'UCI. Et puis comme d'habitude, Dédé. Place au générique. Est-ce que tu penses que le mur de Bretagne peut donner des idées à Quentin Paché? Oui, je pense, parce qu'il a déjà reconnu plusieurs fois le mur de Pêche David à Toulouse. Bonjour, ça va? Ça va, ça va. Tu connais un peu Toulouse et sa région. As-tu déjà eu l'occasion de t'entraîner dans le coin? Bah ouais, ça fait depuis 2009 que j'habite à Toulouse. Donc ouais, ça fait un moment que je fais du vélo chez les pros et un petit peu tous les jours. Donc je commence à bien connaître la région et un petit peu toutes ces routes. C'est ta 3e participation au Tour de France. Qu'est-ce que tu as appris au fil des éditions? J'ai appris au fil des éditions que fallait jamais baisser les bras, même si on est un peu fatigué. Il y a toujours des opportunités pour faire des beaux résultats au fil des 3 semaines et que voilà, c'est la plus belle course de l'année, donc il faut vraiment en profiter. Ça passe très vite et voilà, il faut saisir chaque instant. Cette année, le Tour de France se fait sans Thibaut Pinot et David Gaudu. Est-ce que leur absence change quelque chose à l'organisation au sein de l'équipe? Oui et non. Thibaut, ça fait 2 ans qu'il est retraité maintenant et forcément il nous manque un petit peu, mais on a toujours, voilà, on réorganise l'équipe et l'équipe elle est structurée autour d'un leader, de 2 leaders, de Guillaume pour le classement général et de Romain aussi beaucoup pour les étapes de punch. Et on a aussi Paul pour les étapes de sprint, donc l'équipe est moins centrée autour d'un seul leader et plus à 3 têtes. Sur une étape comme aujourd'hui, quelle est ta journée type? C'est un petit peu toujours les mêmes journées. On se lève, on va prendre le petit-déj, on prend le bus pour venir jusqu'au départ. On fait le briefing avant la course, la présentation, l'étape se lance et puis après voilà, on fait l'étape, un petit peu de récupération un peu sur les home trainers. On mange après l'étape, le bus, on rentre à l'hôtel, un massage et puis un repas et une nuit tranquille. Quelles sont tes attentes personnelles pour l'étape du Tour de France à Toulouse? Est-ce une étape que tu as poussée? Bah ouais, forcément, comme l'étape passe devant ma maison, c'est une étape qui va me motiver énormément. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme stratégie, mais j'espère faire une belle étape, ça c'est sûr, c'est mon étape favorite. Merci beaucoup. Iliana, tu vois, mes habitudes, il y a plein de jeunes qui viennent réaliser leurs rêves et qui viennent du monde entier. Eh ben, tu sais quoi, à l'UCI, c'est pareil. Il y a plein de jeunes qui viennent du monde entier parce qu'ils peuvent pas faire du vélo dans leur pays pour réaliser leurs rêves. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Jacques Landry, je suis du Centre mondial, je suis directeur du Centre mondial cycliste UCI. Quel est le rôle principal du Centre mondial du cyclisme de l'UCI et à qui s'adresse-t-il? En fait, notre rôle principal, c'est pour développer le cyclisme à l'échelon mondial, à l'échelle mondiale. Et puis, on focus beaucoup nos activités sur les athlètes, sur les entraîneurs, sur les mécaniciens venant de pays émergents. Donc, à savoir qu'il y a à peu près 175 sur les 205 pays qui sont sous l'égide de l'UCI, qui sont considérés comme des pays émergents. Donc, on travaille avec toutes ces fédérations-là. Combien de jeunes athlètes sont formés ici chaque année et d'où viennent-ils? Les athlètes viennent d'un peu partout, notamment en Afrique, Afrique, Asie, Amérique du Sud, Amérique centrale. Et d'habitude, on a à peu près une 50aine d'athlètes qui passent par l'UCI ou le Centre mondial à chaque année. Est-ce que ce centre développe que le cyclisme sur route ou également le VTT sur la piste? On fait toutes les disciplines olympiques et paralympiques. Donc ça c'est route, BMX, BMX Racing, BMX Freestyle, piste et puis VTT aussi. Donc on fait toutes les disciplines olympiques et paralympiques. Est-ce qu'il y a déjà eu de grands champions passés par ici? Oui, tout à fait. Si on parle de la route, il y a Chris Froome qui est multiple vainqueur du Tour de France. Il y a Binyam Guilhermet qui est porteur du maillot vert l'année dernière au Tour de France, qui a gagné 3 étapes au Tour de France l'an dernier. Donc ces deux-là, pour en nommer 2, ils ont passé par le Centre mondial à leur début. Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes du monde entier qui rêvent un jour de venir s'entraîner ici? Il faut être déterminé, dévoué. Il faut avoir une passion pour le vélo.
Et puis, à quelque part, c'est tout ce qu'il faut. Il faut juste avoir la bonne tête pour venir chez nous et s'entraîner, puis vraiment vouloir des bons objectifs, fixer des bons objectifs et être déterminé. Merci beaucoup. Merci. On est devant le bateau de Surcouf, mais est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre pirate et corsaire? La différence, c'est que les pirates, c'est des bandits et les corsaires, c'est des amateurs. Je crois que j'ai rien compris, je vais plutôt demander à Dédé. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est à la ville de on est à la ville de Saint-Malo. Et est-ce que tu peux nous parler de De Surcouf. De qui? Surcouf. De qui? Surcouf. Eh ben voilà, de Surcouf. Alors d'abord, moi j'ai quelque chose à dire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Ça part en cahuète aujourd'hui. Alors, on disait... Ah. Attention. Aujourd'hui, on va donc parler de... Surcouf. De Surcouf, oui. Alors Surcouf, il est corsaire. Est-ce que tu connais la différence entre corsaire et pirate? Non, mais tu vas me la dire, Dédé. C'est évident. Voilà. Donc en fait, la différence entre corsaire et pirate, c'est que le pirate, il travaille pour lui, c'est un mercenaire. Et le corsaire, il est mandaté par le gouvernement, les gouvernements de l'époque, par la royauté. On disait, en fait, c'était généralement des anciens pirates. On prenait les pirates, on disait, soit tu passes à la casserole et on va te zigouiller parce qu'on les avait capturés, soit tu travailles pour nous. Et donc le pirate devenait souvent corsaire. C'était un peu un titre de noblesse. Et parmi les plus grands, on a eu Jean Bart, on a eu évidemment Surcouf, et on a eu avant un certain Duguay-Trouin. Je dis Duguay-Trouin parce que le siège de l'Assemblée des départements de France, il est rue Duguay-Trouin. Et donc ce Duguay-Trouin, c'était au temps de Louis XIV, alors que Surcouf, c'était un peu plus tard, puisque c'était pendant la période napoléonienne. On était donc sous l'Empire. Alors il faisait quoi? Eh ben, il pillait les navires anglais, britanniques, les navires d'autres pays qui étaient ennemis de la France. Ils récupéraient ce qu'il y avait à bord, ils en donnaient une partie au roi, ils en donnaient une partie à l'équipage, une grande partie pour eux. Et à tel point que notre ami Surcouf, eh bien lui, il a même eu la Légion d'honneur qui avait été mise en place par Napoléon, comme tout le monde sait. Et ici, nous sommes à Saint-Malo, chez les Malouins, les habitants de Saint-Malo. Et donc, nous avons évidemment une cité qui est non seulement faite par Vauban, mais aussi une cité qui a vu de nombreux corsaires et non pirates. Et voilà pourquoi tu me posais la question d'un certain, comment il s'appelle? Corsaire. Ah oui, Surcouf. Mais oui, le fameux Surcouf. Et Amina, tu sais, je connais que Brest, moi, en Bretagne. Bah non, par exemple, aujourd'hui, on a vu Saint-Malo et Mur de Bretagne. T'as vu, c'était super beau. Ouais, j'ai même pris des photos, tu veux que je te les montre? Mais non, montre pas qu'à moi, montre à eux aussi.
Ah, j'ai bu toute la journée, j'ai trop faim. Attends, j'appelle Laurent pour lui demander. Allô Laurent? Oui, Amina, elle a super faim. Et comme t'es breton, est-ce que tu peux nous préparer une spécialité de là-bas? Galette à l'andouillette? Ok, demande au pitchoun de nous préparer ça, s'il te plaît. On retrouve tout de suite les pitchouns pour les galettes à l'andouillette. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous amène en Bretagne avec une recette incontournable, la galette au blé noir servie de l'andouillette. Je vous mets ça en tout main, on va même préparer les galettes au blé noir, alors à vos poils et c'est parti. Pour les galettes au blé noir, il vous faudra de la farine de sarrasin, un œuf, de l'eau et du sel. Pour la garniture, il nous faut des andouillettes, des oignons, de la crème fraîche. Donc on commence par la galette. On met de la farine, une pincée de sel. Ensuite, on ajoute de l'eau et on muscle les bras à l'air final. Pour avoir plus de consistance, on ajoute un œuf et on continue de remuer. On la laisse reposer pendant 1 heure. C'est le moment idéal pour préparer la garniture. On va commencer par émincer les oignons. Je ne veux pas être la seule à pleurer. On fait revenir nos oignons à peu d'eau. Ensuite, on coupe les andouillettes en rondelles comme ceci. On ajoute ensuite les rondelles d'andouillettes et on les fait légèrement cuire. Nous allons flamber les andouillettes au calva. Bien évidemment, ce n'est pas nous qui allons faire, caméraman, à toi. Comme on est en Bretagne, la crème fraîche s'impose. Pendant que l'andouillette repose, on cuit les galettes. On doit être armé d'une poêle, d'une louche et du beurre. Mes galettes sont prêtes. Fais passer, je m'occupe de la garniture. Trouvez-nous dans notre émission Détour sur les tours. Nos interviews, nos rencontres souvent exceptionnelles, je vous en dis pas plus. Notre journée en photo sur nos différents réseaux sociaux et nos émissions à découvrir sur TV Vision. Une galette maison et une garniture généreuse, on est sur un combo gagnant, non? Exactement, c'est simple, savoureux et parfait pour un repas convivial. À vos poils et bon appétit. Au revoir. Au revoir.